C'est le député France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumont, qui est avec nous. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Est-ce que c'est la dernière semaine de Sébastien Lecornu en tant que chef de gouvernement? Ça, on va voir, mais si vous le permettez, juste avant de commencer, je voudrais avoir une pensée parce qu'aujourd'hui, c'est les 20 ans de l'anniversaire de la mort de Ziad Ebouna. Et je pense que notre pays a encore beaucoup à faire sur ce sujet parce que il y a 2 ans, Naël Merzouk est mort et qu'il y a eu de nouveau des révoltes face à cette mort. Et je pense que notre pays a encore beaucoup à travailler sur le sujet et on ne réglera pas le problème. Des révoltes. Il y a eu des émeutes et de la classe aussi. Hein. Oui, d'accord, mais il y a eu un mort. Il y a eu 3 hommes qui sont morts pour s'être interposés. Il y a et des pour gens qui avoir se sont fait essayé... tuer encore après, vous avez raison. Non, madame. non, je vous parle de personnes qui sont mortes en essayant de sauver des gens dans des incendies. Et 2 personnes qui sont mortes et un 3e qui est mort après un traumatisme crânien après s'être fait tabasser. Non, tabassé puisque la personne a été condamnée. Donc il faudra aussi penser à ces 3 personnes qui sont mortes. Le sujet, c'est que vous opposez les gens, madame. Je ne les ommette pas, je les rajoute à Ziad Ebouna auquel il faut penser, monsieur Léaumont. Vous avez une tendance à l'opposition entre les gens. Attendez. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut traiter la question des violences policières, traiter la question du racisme qui existe dans la police comme il existe dans l'ensemble de la société, mais qu'on ne parviendra pas à régler le problème tant qu'on le glissera sous le tapis, tant qu'on fera comme s'il n'existait pas. Chaque fois que nous portons le problème à l'Assemblée nationale, je l'ai fait lorsque M. Darmanin était ministre de l'Intérieur, on nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Ben non, il n'y a pas rien à voir et il faudra à un moment donné qu'on traite ce problème. Alors, revenons à l'actualité du moment, c'est l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est la dernière semaine de M. Lecornu en tant que chef de gouvernement? Je l'espère, je le souhaite. Moi, plus vite M. Lecornu tombe, plus vite on peut aller vers... Pourquoi tomberait-il cette semaine alors? Parce que le Parti Socialiste a l'air de vouloir déposer une motion de censure cette semaine. Alors, il y a une difficulté avec le Parti Socialiste, c'est qu'il a tendance à dire une chose un jour et puis le contraire le lendemain. On en fait les frais, nous, les Insoumis, puisque nous avons eu l'erreur de leur faire confiance sur leur engagement au sein du programme du nouveau Front Populaire. Tant pis, pauvres de nous sur ce sujet. Mais ils ont décidé apparemment de déposer peut-être une motion de censure s'ils ne sont pas entendus. Je dis peut-être parce que j'ai l'impression que c'est un pistolet à eau, en l'occurrence, qui est en train de brandir le Parti Socialiste. C'est un petit jeu de rôle auquel ils sont en train de se livrer avec M. Lecornu? Moi, c'est mon impression. Je vous dis pourquoi. Parce que là, on voit bien qu'ils ont proposé un genre, ils appellent ça la taxe Zuckman Light. Peut-être qu'on va en parler. C'est plutôt une taxe Zuckman trouée ou une taxe trouée tout court d'ailleurs, puisque les plus riches de notre pays ne seraient pas mis à contribution, contrairement à ce qu'ils disent sur ce sujet. On pourra entrer dans le détail si vous voulez qu'on le fasse. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un jeu de rôle où on dit ah attention, je vais vous censurer, ah pardon, la main sur le cœur, non non, il faut pas, c'est très important tout ça, et que à la fin il y a des accords de coin de table qui sont en train de se faire. On a entendu parler d'une négociation secrète entre M. Attal, le président du groupe macroniste, entre les socialistes et même les écologistes. Alors ça, je dois dire que ça m'a assez surpris. Mais voilà, je ne sais pas. Ces gens discutent, non pas à l'intérieur de l'Assemblée nationale et publiquement, mais apparemment dans des coins de table. Il faut expliquer effectivement, parce que les mesures qui vont être débattues cette semaine, parmi celles-ci, il y a la fameuse taxe Zuckman qui est portée par la gauche. Là, les socialistes disent on peut peut-être s'arranger, effectivement, avoir une taxe Zuckman qui épargnerait certains patrimoines ou le patrimoine familial et les start-up, si je comprends bien, pour uniquement aller sur les holdings, c'est ça. Donc elle rapporterait moins que ce qui était prévu. Là, ça pourrait rapporter, j'ai regardé, entre 5 à 7 milliards d'euros. Et ils en font un point de rupture avec le gouvernement si cette taxe Zuckman Light n'est pas acceptée. Alors, peut-être pour qu'on explique. La taxe Zuckman, c'est quoi? C'est on va imposer au moins à l'équivalent de 2% de leurs revenus les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Ça représente 1800 foyers fiscaux, environ 4000 personnes dans notre pays. L'idée de la taxe Zuckman, c'est qu'il n'y ait aucune exemption possible. C'est-à-dire, vous payez au moins 2% de votre patrimoine en impôts, et comme ça, on s'assure du fait qu'il n'y ait pas une fuite possible vis-à-vis de l'impôt. Là, boum, ils inventent la fuite possible de la taxe Zuckman. Alors que disent-ils? Ils disent on ne va pas taxer ceux dont la détention en action d'une entreprise est supérieure à 50%, sous-entendu, c'est des entreprises familiales si c'est 50%. Oui, mais M. Bolloré, par exemple, M. Bolloré détient 70% du groupe Bolloré, pas taxé. M. Bernard Arnault, il détient 48,2% du groupe LVMH. Il suffit qu'il rachète 1,8% du groupe LVMH, pouf, pas taxé. Et dans le chiffrage que vous avez donné, sachez que sur le seul monsieur Bernard Arnault, on pourrait récupérer 4,5 milliards d'euros si la taxe light, ou la taxe trouée plutôt, était appliquée. Vous voyez, monsieur Bernard Arnault, il va sans doute acheter des actions LVMH pour sortir de l'imposition. Donc c'est une feinte, c'est une blague, c'est une manière de faire en sorte qu'on dise qu'on taxe sans taxer réellement. Et le problème principal dans notre pays, c'est justement qu'il y a besoin. Non, on n'est pas exigeant, on demande juste à ce que les plus riches payent la juste part d'impôts qu'ils doivent aux Français. On a eu le sujet ce matin, c'est un autre exemple, mais ce matin, il y a un sujet.
on propose un amendement pour que ceux qui gagnent plus de 250 000 € par an participent au moins à hauteur de 30% sur l'impôt sur le revenu. La moyenne, ça devrait être 33% pour ces personnes-là. Or, en réalité, avec les exemptions fiscales qu'ils arrivent à avoir, ils sont à 20%. Donc on demande juste à ce qu'ils payent leur juste part d'impôt. Qui s'y oppose? Le RN, les macronistes, les LR, main dans la main pour empêcher... Et encore une fois, pas un truc excessif, pour empêcher que les plus riches payent leur juste part d'impôt. Mais vous dites, ils y échappent, mais ils y échappent comment? Avec des dispositifs légaux. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est bien ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Exactement. Et c'est là tout l'enjeu qu'il y a autour de la taxe Zuckman et de cette question. Il y a rien d'illégal. Si on vous propose de rénover des appartements, d'investir à tel endroit ou à tel endroit, ce sont des dispositifs légaux et vous êtes en partie exonéré d'impôts. Et c'est justement tout l'enjeu qu'il y a, c'est que c'est pas... Il y a même un dispositif qui venait de la gauche, dispositif Duflot notamment. Tout à fait, mais il y a plein d'immobilier, il y en a eu plein. Tout à fait, notamment pour encourager la rénovation thermique du bâti, parce que là, on va faire des on va faire des niches fiscales dont on estime qu'elles peuvent être utiles pour générer des comportements, notamment la rénovation thermique du bâti. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec le fait que on paye moins d'impôts si on fait, par exemple, si on met des portes ou des fenêtres qui vont moins faire s'échapper l'énergie. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut envisager des dispositifs fiscaux. Le problème qu'il y a, c'est quand il y a des dispositifs très spécifiques qui sont littéralement des niches. L'exemple que je vous donnais sur la prétendue taxe Zuckman Light, la taxe à trous, là, c'est typiquement ça. Et Zuckman l'explique très bien d'ailleurs. Il dit le principal problème qu'on a avec les plus riches, c'est qu'en fait, il y a tellement de dispositifs existants pour contourner l'impôt que le moyen simple de faire, c'est un dispositif où on met une règle infranchissable, incompressible, vous payez au moins l'équivalent de 2% de votre patrimoine en impôt sur le revenu quand vous dépassez 100 millions d'euros. Ça va, quand on dépasse 100 millions d'euros, c'est pas une somme considérable. C'est une valeur virtuelle, c'est pas une valeur que vous avez dans vos poches, c'est 100 millions d'euros. C'est précisément l'argument que donnent les plus riches de notre pays qui ne veulent pas payer la taxe Zuckman. C'est une réalité qui a été évoquée par bon nombre d'avocats fiscalistes et patrons d'industrie. En fait, le sujet qui est posé, c'est que contrairement à ce qu'on pense avec la taxe Zuckman, c'est pas qu'on impose le patrimoine, c'est pas ça. C'est que on exige de ceux qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros qu'ils payent au moins 2% d'impôt sur le revenu, l'équivalent de 2% de leur patrimoine en impôt sur le revenu. Attention, s'ils payent déjà 1,7% de leur patrimoine en impôt sur le revenu, ils payent que 0,3%. C'est-à-dire c'est un complément pour atteindre au moins ce chiffre-là. Pourquoi est-ce qu'on tolérerait pour les plus riches des choses qu'on ne tolère pas pour les plus pauvres? Et d'une certaine manière, j'allais vous dire, c'est un peu ce qu'on entend là à l'Assemblée nationale. On nous dit « Ah, mais si on taxe les riches, ils vont partir ». Ah bah donc on taxe les pauvres parce qu'eux, ils peuvent pas partir. Non, les pauvres, ils payent pas d'impôts. Si, les pauvres, ils payent la TVA. Ah oui, mais ça, tout le monde paye la TVA. Tout le monde paye des impôts dans ce pays. TVA, on paye des impôts. L'essence, on paye des impôts. On paye des impôts sans arrêt sur tout et n'importe quoi. C'est même 70% sur l'essence. Oui, et précisément, ou sur les cigarettes, il y a tout un tas de produits sur lesquels vous payez des impôts sans le voir. Et d'ailleurs, petit à petit, pour faire les cadeaux... on en paye déjà beaucoup, monsieur Léaumont. Mais savez-vous pourquoi on en paye autant? Parce que pour faire les cadeaux aux plus riches qu'a fait Emmanuel Macron, il a décalé une partie de ce qui était prélevé en impôt sur le revenu vers les taxes. Et l'affectation de la TVA, par ailleurs, elle ne va pas totalement dans le budget de l'État. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avoir au final de l'argent qui part. Il faut savoir que chaque année, on nous demande s'il faut faire des économies. Chaque année, on verse plus de 200 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Pareil, sans contrôle. Alors, il y a une partie qui peut être intéressante parfois. Je ne vous dis pas que toutes les aides aux entreprises sont à supprimer. Ce n'est pas mon sujet. Mon problème, c'est quand il y a des aides aux entreprises. Je vous prends un exemple. Le groupe Sanofi. On leur verse du crédit impôt recherche. Que font-ils? Ils licencient dans notre pays. Non, pas d'accord avec ça. Pas possible de dire qu'on paye pour des licenciements. Qui peut être d'accord avec ça? Je veux dire, quand on est honnêtement constitué, qui peut être d'accord avec ça? Charles Consigny. Les aides aux entreprises, à 97%, ce sont des exonérations de cotisations et de taxes. Donc déjà, vous présentez la chose de manière un peu biaisée, parce que vous dites on leur verse. On leur verse pas, c'est juste qu'ils payent un peu moins d'impôts et de taxes qu'ils le feraient s'il n'y avait pas ces dispositifs. Donc bon, c'est un peu biaisé. Ensuite, moi, tout ça est très intéressant. Sans doute que les plus riches ne sont pas très patriotes pour certains d'entre eux, peut-être pour certains d'entre eux. Il y en a d'autres qui le sont. Vous voyez, moi, je trouve que Bernard Arnault, il est très patriote. Et on a de la chance de l'avoir en réalité. Il en faudrait plus. Même Bolloré, je trouve très patriote. En réalité, ces mecs-là, ils construisent. On a une version différente du patriotisme. Excusez-moi, ils créent plus d'emplois. Ils créent plus d'emplois que beaucoup. Vous allez dire ça aux ouvrières de Poix du Nord. Que M. Zuckman.
Non mais allez dans les dites ateliers. ça aux ouvrières de Poix du Nord qui ont vu leur usine. Aux ouvriers des ateliers Vuitton, aux vendeurs des magasins. Je vous dis pas le contraire. Voilà, je vous dis pas le contraire. Mais Monsieur Bernard Arnault, il a commencé sa carrière en fermant l'usine de Poix du Nord qui fabriquait des costumes Kenzo. Ouais. Et pourquoi il a fait ça? Pour aller délocaliser en Pologne. C'est un drôle de patriotisme. Pardon. Il y a énormément de familles qui se sont retrouvées sur le carreau. Oui, en l'occurrence, c'est un des derniers à fabriquer en France pour beaucoup de ses produits. Donc, mais voyez-vous, on arrive à un endroit qui est très intéressant parce que Monsieur Bernard Arnault, que vous dites patriote, il n'y a pas très longtemps, il a dit, il est allé aux États-Unis, il a dit c'est fantastique et si ça continue comme ça, je vais finir par aller aux États-Unis. C'est un drôle de patriotisme que de dire qu'on va aller dans un pays où on paye moins d'impôts. Trump met des droits de douane énormes. Oui, mais justement. Mais donc, justement, la question qui est posée pour Monsieur Bernard Arnault, quelle est la spécificité mondiale de Bernard Arnault? Il fait du Made in France. Comment voulez-vous faire du Made in France ailleurs qu'en France? Ça n'est pas possible. Donc, Monsieur Bernard Arnault... il faut lui mettre encore plus de bâtons dans les roues. Mais il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues. Féliciter d'avoir créé ce qu'il a créé. Mais monsieur, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça dont je vous parle. Il a rien créé si jamais il n'y a pas les travailleuses et les travailleurs qui font les sacs Louis Vuitton. Ça, on est d'accord. Bah voilà. Donc, la réalité... Les travailleurs et les travailleuses ont besoin de créateurs, d'investisseurs. C'est une chaîne. Moi, je ne vous dis pas le contraire. Voilà. Et par ailleurs, j'en veux pas spécifiquement à Monsieur Bernard Arnault. Mon seul sujet, c'est qu'il paye sa juste part d'impôt. Pourquoi je vous demande ça? Pourquoi je demande ça? Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? On va demander aux petites entreprises de payer pour les impôts que Monsieur Bernard Arnault ne paye pas entièrement. Mais si, c'est exactement ça qui se passe. C'est bien une question de fiscalité qui n'est pas normale. Donc il vaut mieux alléger sur les petites entreprises. Exactement. Merci de le dire. Alléger sur les petites entreprises. Mais j'ai pas vu de projet d'allègement sur les petites entreprises. Parce que vous nous écoutez pas assez. Vous avez. Alors qu'est-ce qu'il y a comme projet d'allègement sur les petites entreprises? Il y en a deux qui sont les plus centraux pour nous. Mais ça, je suis vraiment très content de pouvoir en parler parce qu'on n'a jamais l'occasion de présenter nos propositions pour les petites entreprises. Et justement, ça me fait plaisir de pouvoir le faire. Petit 1, l'impôt progressif sur les entreprises. C'est pas normal que les petites et les grandes payent un taux d'impôt sur les sociétés qui est à 25%. D'autant que les grandes, en plus, ont encore une fois des moyens d'éviter une partie de l'impôt. Eh ben, c'est pas normal que la boulangerie paye plus d'impôts au prorata de ce qu'elle gagne que Carrefour. C'est drôle parce que vous vous battez pour qu'il y ait le même taux pour les très grandes fortunes et pour les fortunes intermédiaires, etc., moyennes. Mais par contre, il faudrait qu'il y ait un taux différencié pour ceux qui gagnent moins que les autres. Non, monsieur Consigny, c'est pas tout à fait. C'est ce que vous venez de dire. Je vous finis l'explication sur les petites entreprises et je vous explique pourquoi ce que vous dites est faux. Donc, petit 1, il faut un impôt progressif sur les sociétés. Petit 2, nous, ce qu'on propose, souvent les patrons, ils vous disent on a trop de charges, on paye trop de charges, etc., sur les salaires, les cotisations patronales. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une caisse de péréquation interpatronale dans laquelle les grandes entreprises abondent davantage pour payer la juste part de cotisation parce que c'est pas des charges, c'est des cotisations encore plus et que les de petites paient moins. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les grandes entreprises vont surcotiser. Ah ouais, exactement. Et alors, j'ai vraiment aucun problème avec le fait que Amazon surcotise, que Carrefour surcotise. Ah non, mais Amazon ne paye pas ses impôts ici. Ah ben voilà, donc il y a un autre problème, c'est que les grandes entreprises ne payent pas leurs impôts. Mais il y a quand même un problème d'égalité devant l'impôt. Merci de l'avoir dit. Merci de l'avoir dit. Amazon ne paye pas sa juste part d'impôt. Ensuite, pour dire la faute ni du gouvernement ni de nous. On peut tout à fait décider qu'on impose correctement les entreprises pour les bénéfices. Allez-y, finissez, mais on n'a pas simplement non plus... sur ce. Si, on reste avec nous la deuxième partie. Simplement sur pourquoi c'est faux ce que vous dites. La taxe Zuckman, c'est un impôt minimal, mais ça change rien par rapport aux règles de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, nous, par ailleurs, on propose une tranche marginale d'impôt sur le revenu pour les revenus 90%. Non, 70. Sur les revenus supérieurs à 400 000 euros. Ça vous paraît pas délirant? Mais non, monsieur, enfin, quand on gagne 70% de ce que quelqu'un gagne, non, on prend pas 70%. C'est normal. Alors ça, c'est encore le truc qu'on essaye de nous faire dire. C'est pas ça. On prend 70% sur la tranche. Oui, j'ai bien compris. Oui, sur la tranche marginale. Mais ça vous paraît pas, paraît pas un problème? Combien il y a de gens qui gagnent plus de 400 000 euros dans notre pays? On est combientième, à votre avis, de l'OCDE en termes d'attractivité fiscale? On est devenu beaucoup plus attractif qu'avant. Non, mais en termes Et en termes d'attractivité de sécurité sociale, on est combientième? Il y a 38 Et en termes d'attractivité de sécurité sociale, il y a 38 où elle a bon dos la sécu. L'attractivité de la sécurité. En termes d'attractivité de l'école gratuite. S'il vous plaît. Mondialement. S'il vous plaît. On est combientième de l'OCDE en termes d'attractivité fiscale? Vous savez qu'il y a une petite concurrence entre les pays. Oui, tout à fait. On est combientième? C'est pas mon sujet. On est 38e sur 38. On est 38e sur 38. Super, on prélève de l'impôt. Qu'est-ce que vous faites de ce que l'Italie est en train de faire, à savoir piller nos riches? Mais non. Piller nos riches, piller nos chefs d'entreprise. Tout le monde se barre en Italie. Vive l'exemple fasciste italien. Youpi. C'est pas le fascisme en Italie, monsieur. C'est pas le fascisme en Italie. Écoutez, madame Mélanie, quelle est votre définition du fascisme? En même temps. Non, alors là, j'aimerais entendre votre définition du fascisme. Tout à fait, on va la faire directement. Expliquez-nous. C'est une négation de la lutte des classes et c'est le
fait que vous alliez dire... Le fascisme, c'est une négation de la lutte des classes. Non, le fascisme dans l'histoire, c'est les nazis et les Italiens. C'est un autre sujet. Ah, d'accord, il y a deux définitions du fascisme. Non, pardon, je vais vous dire ce qu'ont fait les nazis et ce qu'ont fait les fascistes italiens, si vous le voulez bien. L'objectif des fascistes et des nazis, ça a été de faire en sorte d'invisibiliser les rapports de classe et de dire il y a une unité de la race. C'était ça la logique des fascistes. Et donc, il y a des intérêts communs entre les patrons italiens et les salariés italiens. Ça, et il faut qu'on soit tous ensemble. Et ça, c'est la politique de Mme Mélanie. C'est exactement ce qu'elle fait. Vous venez de le dire, ils sont en train de nous prendre nos riches. Ils sont en train de nous prendre nos riches. Vous voulez absolument on dirait on n'a pas le droit de qualifier de fascistes des gens qui s'en revendiquent. C'est quand même un peu particulier. Madame Meloni, elle s'inscrit dans la longue histoire du fascisme italien et avant d'essayer de se donner un visage plus doux, eh bien, elle était tout à fait dans cette lignée-là. On a les mêmes en France. On a les mêmes en France. On a des gens. Le totalitarisme à visage humain, vous savez ce que c'est. Pas en même temps. On a les mêmes en France. On a des gens qui essayent de faire oublier qu'à l'intérieur de leur programme, il y a la suppression du droit du sol, comme l'a fait le gouvernement de Vichy dès qu'il est arrivé au pouvoir, en dénaturalisant des gens qui avaient été naturalisés, qui étaient des Italiens qui étaient venus et qui avaient été dénaturalisés, et en participant à la collaboration, en envoyant des Juifs dans les trains. Donc vous voyez... Non, pas dans les trains. Si, dans les trains, dans les camps de la mort. Oui, dans les camps de la mort. Oui, mais je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire en parlant des trains. Parce que c'est ce qu'a fait le régime de Vichy. Il y a un parti dans notre pays qui a été fondé par des Waffen-SS et par des anciens collabos. Et aujourd'hui, ce parti s'est racheté une jolie tête bien gentille avec Madame Le Pen et avec Monsieur Bardella. Mais à l'intérieur de leur programme, il y a toujours la suppression du droit du sol. Et aujourd'hui, quel est le parti en France que les Juifs craignent le plus ? Et là, je ne crois pas que ce soit le Rassemblement national, je crois que c'est plutôt vous. Mais madame... Non, mais regardez simplement les enquêtes d'opinion. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas une campagne de... Madame, vous avez raison, le fascisme peut se transformer et avoir différents visages au fur et à mesure de l'histoire, apparemment. Vous êtes en train de me traiter de fasciste ? Non, vous avez apparemment une définition très élastique du fascisme. Non, j'ai pas une définition élastique du fascisme. Peut-être. Allez jusqu'au bout de l'idée. Je vous écoute, vous nous expliquez ce qu'est le fascisme. Allez jusqu'au bout de l'idée, madame. Moi, je vous explique, vous invoquez maintenant, on vous parle de l'Italie. Charles Consigny vous pose une question sur l'économie italienne. Vous nous parlez des fascistes. Donc on vous demande une explication du fascisme. Madame Meloni politiquement. On arrive maintenant à le Rassemblement national. Sont les héritiers de ceux qui ont mis les Juifs dans les trains. Donc je vous écoute dans votre démonstration qui fait des sauts dans l'histoire extraordinaires. Et je vous pose juste une question. Aujourd'hui, en France, en 2025, les Juifs de France ont peur de quel parti, d'après les dernières enquêtes d'opinion, de la LFI et pas du Rassemblement national? Vous m'accusez. Non, je vous dis juste de quel parti les Juifs ont-ils peur aujourd'hui, puisque vous nous parlez de partis qui ont mis des Juifs dans les trains il y a 80 ans. Aujourd'hui, les Juifs vivant en France en 2025, c'est de vous dont ils ont peur et pas du RN. Vous essayez de continuer une campagne de propagande qui existe contre la France insoumise. Nous, notre enjeu fondamental, c'est l'unité du peuple français, indépendamment des questions de religion, indépendamment des questions d'origine. Non, je viens de vous dire précisément cette chose-là. Non, je viens de vous dire précisément. On va faire une pause. Notre enjeu, les patrons et les salariés. Non, notre enjeu principal, c'est précisément de faire en sorte qu'on travaille à l'unité populaire, qu'on lutte contre la question du racisme, qu'on lutte contre la question de l'antisémitisme, qu'on lutte contre la question de l'islamophobie. Parce que tout ce qui divise le peuple français est un énorme problème précisément pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches. Et écoutez-moi bien, ceux qui nous écoutent. Chaque fois qu'on essaye de vous faire regarder votre voisin, votre voisine, la personne qui gagne moins que vous, la personne qui porte un voile ou celle qui porte une kippa, chaque fois que quelqu'un essaye de faire ça, il est en train d'essayer de diviser le peuple pour faire en sorte à la fin que nous ne soyons pas solidaires les uns des autres et que nous ne puissions pas nous rassembler pour tenir des objectifs politiques, à savoir lutter contre le changement climatique, obtenir une 6e République et aller chercher l'argent là où il est, dans les poches des plus riches. Alors justement, et c'est ce qui fera peut-être la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu avec la taxe Zuckman Light que propose le Parti socialiste. On va continuer d'en discuter avec le député France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumont. Et question d'Abel Boilly qui a écouté tout le monde, qui a écouté Charles Consigny et Barbara Lefebvre, avec le député. Suite de la discussion dans un instant. RMC, 9h, midi, les grandes gueules. Ne ratez surtout pas l'occasion de remporter les 12 000 € qui sont en jeu. Alors vous envoyez bonus par SMS au 7 24 24. Vous avez 5 minutes. Bonne chance à tous. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation innovante. Ou bien pour son autonomie exceptionnelle. Vous pouvez aussi choisir une voiture pour son design affirmé. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi.
Découvrez la nouvelle Audi Q3 et tous nos modèles iconiques en hybride rechargeable. Que ce soit une toux sèche irritante ou une toux grasse et gênante, Tout Natura du laboratoire Vix est une solution 2 en 1 pour soulager les toux sèches et grasses. Ok, peut-être pas toutes les toux. Tout Natura du laboratoire Vix. Et pour les enfants à partir de 1 an, découvrez Tout Natura Enfant du laboratoire Vix. Dispositif médical. Avec la recherche visuelle sur Le Bon Coin, il suffit d'une photo pour trouver ce qu'on cherche ou tous les articles similaires. Ouais, mais similaire, ça veut pas dire pareil, hein. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Oui, Vistaprint imprime des cartes de visite, mais on imprime aussi ça, et ça, et ça c'est gravé au laser. On imprime votre marque surtout pour que les clients puissent vous remarquer, penser à vous et devenir vos plus grands fans. Car tout s'imprime chez Vistaprint. Imprimez tout ce que vous voulez sur vistaprint.fr. Bonjour, roi du silence. Avec le Happy Meal à 4 €, le roi du silence est de retour chez McDo. Ça fait du bien quand ça... Roi du silence. Il est minuit sur la Riviera et Dimitri et ses amis font leur entrée dans le club le plus sélect de la ville. Ici, la jeunesse dorée se livre à son jeu favori, montrer que pour elle, l'argent est loin d'être un problème. À peine arrivé, Dimitri, 22 ans, fait une dépense extravagante. Il paye une crevette entière à toute sa table. C'est parti pour une nuit de folie. Découvrez les nouveaux Tic Tac Toe. D'un côté, un monde saveur framboise, de l'autre, un monde saveur citron. Et sans sucre. Nouveau Tic Tac Toe. Un flip, 2 saveurs. Julien ? Vous avez besoin d'une nouvelle salle de bain. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Une salle de bain à refaire, direction Casto. En passant par Direct Assurance, j'avais peur de perdre cette qualité humaine de rencontre. Et la voix de Pascal remplaçait toutes les qualités humaines. On est des êtres humains accessibles. Même si on ne nous voit pas, la voix devient familière. On sent que nous sommes une personne importante. J'ai presque l'impression de faire partie de l'entourage du client. Direct Assurance, c'est la voix de Pascal. Mercredi. On n'a pas une vie ordinaire, mais je la remplacerai par aucune autre vie. Inédit. Ma famille extraordinaire, présentée par Karine Ferry, mercredi à 21h10 sur RMC Live Canal 25 et RMC BFM Play. À voir ou à revoir sur RMC BFM Play. On va participer à un colloque sur la photo-ionisation des atomes. Quoi ? Retrouvez la série Phénomène de Big Bang Theory en replay sur tous vos écrans. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules avec l'avocat Charles Consigny, l'enseignante Barbara Lefebvre, l'éducateur Abel Boilly et notre invité et le député France Insoumise de l'Essonne, Antoine Léaumont, pour parler de cette semaine où ça va beaucoup ferrailler à l'Assemblée nationale autour du budget, du volet notamment des taxes et de la taxe Zuckman, avec ce que nous explique le député Léaumont, peut-être un tour de passe-passe de la part des socialistes avec la majorité, avec le gouvernement actuel pour éviter la censure et accepter une taxe Zuckman à trous ou taxe Zuckman light. Abel Boilly, question. Alors on voit qu'entre vous et le Parti socialiste, ce n'est plus le grand amour. Alors comment est-ce que vous les définiriez, PS, parti des surdoués ou des sous-doués? Mouillez-vous. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Non, j'aime pas rentrer dans ces... Eux, ils nous font des blagues sur la France insoumise. Je sais plus, j'ai vu une blague de Philippe Brun, je me souviens même plus, c'était nul.
Mais moi, je fais pas ça. Moi, mon sujet, c'est qu'est-ce qu'ils font politiquement. Vous disiez les gros nazes. Non, c'est pas vrai. Non, je précise que c'est un mensonge. Je précise que c'est un mensonge. Moi, ce que j'ai entendu, c'est gros nazes du PS. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Jamais je ne ferai ça. Et il a dit des trucs sur les écolos aussi, mais on répète pas. C'est pas vrai. Je précise à vos auditeurs que c'est faux. De fort. Défendez-moi. C'est vrai, c'est faux. Merci beaucoup. Non, je peux dire. C'est de la. Non, mais j'étais bouché. Allez-y, monsieur Léomar. C'est une blague. Je pourrais dans un cadre. Non, je ne me jette pas dans ce type de jeu-là. Mais vous le pensez. Parce que. Disons que la direction du Parti Socialiste a pris l'habitude de dire une chose et de faire son contraire. Ça, c'est ça qui m'embête. Parce que pourquoi il y a un enjeu dans la période? Précisément, tout à l'heure, on parlait du fascisme. Et moi, je vous dis, je continue à considérer que le Rassemblement national est un parti extrêmement dangereux pour notre pays. Là, ce qu'on a réussi à faire en 2024, c'est que tout le monde se dise OK, il y a une force politique, le nouveau Front populaire, et une force sur laquelle je peux m'appuyer pour pouvoir gagner les élections et changer ce qui se passe dans notre pays. Après, il n'existe plus. Voilà, le problème du comportement du Parti Socialiste aujourd'hui, en essayant de sauver M. Lecornu pour sauver leur place, eh bien, c'est qu'il donne l'impression d'une dislocation, d'une désagrégation de ce nouveau Front populaire. Or, eh bien, je pense que ce qui nous a amené à avoir autant de députés, ça reste là. Il y a toujours un problème posé à la démocratie, il y a toujours un problème de richesse, le travail ne paye pas assez, les riches ne payent pas, ne financent pas assez. Les problèmes écologiques qui sont posés, ils n'ont pas disparu magiquement. Pourquoi le gouvernement Lecornu tomberait puisqu'il n'y a plus de 49.3 Comment est-ce qu'il pourrait tomber alors? Il peut tomber sur un 49.2, c'est-à-dire une motion de censure spontanée déposée par les députés. Le problème qu'il y a, c'est qu'on peut en déposer qu'un nombre limité. Chaque année. Chaque député peut signer que 3 motions de censure spontanées, que 3 fois dans l'année. On peut faire ça que 3 fois dans l'année. On en a déjà fait une la dernière fois, nous, les Insoumis, parce que justement, on voulait qu'il y ait un vote de confiance. Le RN en a fait une aussi. Le RN en a fait une aussi. Ça veut dire il nous en reste 2. Donc, il faut que chacun fasse les motions de censure au moment où il espère pouvoir effectivement faire tomber le gouvernement. Là, le Parti Socialiste, ils ont l'air de vouloir mettre un coup de pression au gouvernement. Donc, ce sont des sociotraîtres. J'aime pas utiliser ces mots-là. Je vais vous dire pourquoi j'aime pas utiliser ces mots-là. Parce qu'il y a des gens, encore, des militants socialistes, qui sont attachés au Parti Socialiste. Et je comprends, c'est une longue histoire, c'est un parti qui a fait beaucoup de choses dans l'histoire, et qui a des grandes figures comme Jaurès et comme Blum. Là, ils ont obtenu des trucs quand même. Bah non. Sur la réforme des retraites, c'est quand même eux qui l'ont obtenu. Mais je veux juste aller jusqu'au bout de ça. Moi, je dirais pas du mal du Parti Socialiste en tant qu'entité. Dire du mal de ce que fait Olivier Faure, ce que font Philippe Brun, etc. Oui, bien sûr. Moi, mon problème, c'est que j'espère convaincre les militants socialistes que maintenant, il faut rompre et qu'il faut venir avec nous, nous donner le coup de main, nous aider, parce que ça ne va pas tenir longtemps comme ça. Les socialistes, aujourd'hui, on voit bien que leur tactique, comme pour LR d'ailleurs et pour le Bloc central, c'est garder leur poste, garder leur siège, d'accord, auquel ils se cramponnent comme des moules à leur rocher. Des moules à leur rocher ou des berniques à je ne sais quoi. Apparemment, les écolos sont en train de glisser légèrement aussi. Ils ne font donc a priori plus confiance à la LFI pour être la force motrice du NFP. Donc aujourd'hui, finalement, il y a 2 forces motrices dans cette Assemblée qui assument le vote populaire, c'est la LFI et le Rassemblement national. Sauf que la LFI toute seule et le Rassemblement national tout seul, le Rassemblement national risque quand même de faire un score légèrement supérieur à la LFI tout seul. Ok. Donc maintenant, comment vous allez faire pour raccrocher les socialistes et les écologistes, puisqu'apparemment aussi sont en train de s'en aller, alors qu'ils sont en train de se raccrocher au Bloc central. Vous êtes de plus en plus isolés. Comment est-ce que vous allez faire? Et vous auriez raison de les traiter de traîtres, parce que finalement, c'est votre programme, le NFP. Le NFP, c'est le programme de la France Insoumise. Oui, largement. Voilà. Oui. Là, ils sont en train de vous trahir dans les grandes largeurs. Comment est-ce que vous allez continuer à essayer de leur tendre la main? Vous êtes masochiste ou quoi? Non, mais est-ce que vos électeurs, est-ce que vous pensez vraiment que le militant insoumis, il a envie que vous tendiez la main aux sociotraîtres? Alors, je peux vous dire que les militants insoumis, ils n'ont pas envie, et que les remontées de terrain, mais c'est pas que les militants insoumis, hein, on va être parfaitement honnête. Moi, toutes les remontées de terrain que j'ai en ce moment, c'est en gros ce que vous dites. Il y a 2 forces politiques qui sont lisibles, le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre, et au milieu on comprend rien. Donc allons à une présidentielle, ça ira plus vite. Exactement ce que. Alors, mais merci de le dire, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Nous, on veut que Macron dégage, parce qu'il faut qu'il y ait une élection présidentielle. Je voudrais juste expliquer pourquoi, parce que c'est un peu compliqué. J'ai pas peur de la dissolution. Moi, c'est pas un sujet. De toute façon, si je dois perdre mon siège, ça veut dire que je suis pas légitime politiquement. Je vois pas bien pourquoi je serais à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas de sens. Si on perd son siège, c'est parce que c'est les électeurs qui en ont décidé. Point barre, c'est tout. Je suis pas là en train de m'accrocher à mon mandat. Moi, je m'accroche à une idée politique. Si, mettons, Macron dissout l'Assemblée nationale et on se retrouve avec la même situation, un bloc extrême droite, un bloc central et un bloc de gauche assez important, et pas de majorité politique,
on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale pendant 1 an. Il y a 1 an de bordel en plus. Et attendez, c'est que si la situation de blocage conduit Macron à démissionner, il démissionne, il y a une élection présidentielle, le nouveau président de la République élu ne peut pas dissoudre l'Assemblée pendant 1 an. Bien sûr. Donc tout ça est... On est dans une situation de blocage politique. Personne ne dira le contraire dans ce pays, je pense. Mais la situation de blocage, elle vient de l'Élysée. Il faut qu'on ait une élection présidentielle pour pouvoir décider des orientations qu'il y a dans notre pays. Soit on gagne, soit on perd. On verra bien. Hein. Moi, je fais pas des campagnes pour les perdre. Je fais des campagnes pour les gagner. Et puis, ensuite, une dissolution de l'Assemblée nationale du nouveau président ou de la nouvelle présidente élue pour qu'on puisse retrouver une majorité politique dans le pays. J'ai une question après, avant de donner la parole, Charles. Parce que vous avez parlé au Rassemblement national en disant bon, ce sont des fascistes. Vous avez voté avec eux le dégel du barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est là où j'ai du mal à comprendre votre logique. Alors, à l'Assemblée nationale. Alors attendez, vous avez voté avec eux le dégel du barème de l'impôt sur le revenu. Ou alors c'est eux qui ont voté avec nous. Bah alors vous étiez ensemble. En l'occurrence, c'était un amendement Wauquiez. Donc c'était un amendement LR. Et là, vous avez voté avec Wauquiez aussi. Wauquiez, je ne considère pas que c'est un fasciste. Je considère que c'est quelqu'un qui nous coûte cher. Il veut l'union des droites de Knafo à Darmanin. Laurent Wauquiez, je considère que c'est quelqu'un qui nous coûte très cher en restaurant. Parce qu'il fait des repas à 1 000 €. Donc c'est un peu beaucoup, si vous voulez. Moi, c'est plutôt ça mon problème que j'ai avec Laurent Wauquiez. Il y avait quand même un attelage France Insoumise, Rassemblement National, Wauquiez pour le dégel d'impôt sur le revenu que vous voulez. Pardon, mais il y avait un attelage des macronistes et du PS pour pas voter. Ce dégel de l'impôt. À la limite, l'attelage le plus surprenant, c'est le vôtre. Mais non, parce que c'est pas un attelage. En fait, il y a des amendements qui sont proposés et quand on trouve que c'est bien, on vote pour. Quand on trouve que c'est pas bien, on vote contre. C'est bien. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire. Fascistes, quand c'est pas bien, c'est des fascistes. Mais c'est pas ça. Ça veut pas dire qu'il y a un accord. En plus, personne ne croira à aucun moment donné qu'on peut s'entendre nous avec le Rassemblement national et aller combiner des trucs. Le Rassemblement national vote vos motions de censure en tout cas. C'est vrai, ils votent nos motions de censure, ils ont bien raison de le faire. Et vous ne le faites pas quand c'est eux, donc vous n'êtes pas précisément. Vous avez raison de le dire, parce que précisément, les motions de censure du Rassemblement national, c'est des motions de censure coup de bouchon, ça sert à rien. Je voudrais juste répondre à la question qui m'était posée, mais que j'ai oublié parce que c'était un truc important. C'était quoi le sujet de départ ? Sur la dissolution juste avant ou sur le départ du président Pardon, sur l'amendement Wauquiez. Je voudrais dire ce qui s'est passé, parce que les socialistes racontent n'importe quoi. Du coup, ça évite à 200 000 personnes d'entrer dans l'impôt. Mais en fait, ça évite à 18 millions de personnes de voir leur impôt sur leur revenu. Exactement, mais merci de le dire. Donc c'est 2 milliards en moins pour les caisses de l'État, mais il faut bien expliquer ce dont il s'agissait, parce que c'est hyper compliqué. En gros, là, il y avait une réévaluation de toutes les tranches de l'impôt sur le revenu qui était bloquée alors qu'il y a de l'inflation. Donc les revenus augmentent un petit peu, et normalement, quand les revenus augmentent et qu'il y a de l'inflation, on réindexe chaque année le barème d'impôt sur le revenu. Là, ce qu'on a fait, nous, c'est justement de réindexer sur l'inflation, alors que les macronistes et les socialistes, apparemment, voulaient pas le faire. Donc là, 18 millions de personnes ne voient pas leur impôt sur le revenu augmenter, et 200 000 personnes qui devaient entrer dans l'impôt sur le revenu n'entreront pas dans l'impôt sur le revenu. C'est une belle victoire. Ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que dans les 18 millions, il y a aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Exactement. Oui, mais là, ils ne voient pas leur impôt augmenter, voilà. Donc ça peut être assez paradoxal de votre part. Voilà, alors c'est ce que disent les socialistes. Merci de vous faire l'avocat de Philippe Brun et de Monsieur Faure. Mais je vais déjà son sosie, par exemple. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. C'est pour ça que Faure se fait pousser la barbe. Pas trop. Oui, c'est vrai, c'est sans doute pour qu'on le différencie dans la rue, parce que tout le monde le. Bon, bref, passons sur les Donc c'est assez paradoxal. Voilà. On nous dit que c'est paradoxal, mais regardez comment on pense, nous. Nous, on veut des règles qui soient universelles. C'est-à-dire, si jamais il y a une indexation sur l'inflation, c'est pour tout le monde. Par contre, on n'est pas contre de dire qu'il y a des tranches à l'intérieur de l'impôt sur le revenu qui existent déjà. Nous, par ailleurs, on est pour qu'il y en ait plus et que ça soit plus lisse l'effort, mais qu'il y ait des tranches qu'on augmente ou qu'on diminue. Parce que là, c'est quelque chose de très spécifique. Vous dépassez un niveau de revenu, quand même, dans votre système, faire payer toujours plus ceux qui payent déjà et faire payer toujours moins ceux qui ne payent pas. Non. Merci. Quand même attendez. Bah oui. Je le dis d'un mot, mais ceux qui gagnent moins de 4 000 € avec notre système sont gagnants, parce qu'on fait un changement de l'impôt sur le revenu et une progressivité de la CSG pour que les petits payent moins et que les gros payent plus.